La véritable origine de l'alphabet romain, un commerce africain international ou encore l'existence de l'esclavage avant les invasions, on découvre cette vérité qu'on devrait tous savoir sur l'Afrique. Lapia la famille, moi c'est Nelly, ravie de te retrouver pour te partager 7 vérités qu'on devrait tous savoir sur l'Afrique. Ça a été très dur de les choisir et de les expliquer sans trop rentrer dans les détails. Le but, c'est de te donner les éléments principaux, mais si tu veux que je dédie une vidéo entière sur un de ces faits, dis-le moi en commentaire et je publierai une vidéo sur celui qui est le plus revenu. On a tous été habitués à concevoir le monde de la même manière, notamment avec cette carte. Je sais pas pour toi, mais en tout cas moi, je n'aurais jamais pensé à la remettre en question. Et pourtant, cette carte est fausse. Pour utiliser la terminologie exacte, il s'agit en vérité d'une projection cartographique de la Terre. Parce que, grosse coupe, la Terre est ronde et la représentation est plate, elle va donc forcément la déformer. Mais ce qu'il est intéressant de savoir, c'est qu'il n'existe pas qu'une seule représentation de la Terre. On peut donc se demander pourquoi c'est celle-ci qui est utilisée dans 99% des cas. Ce qu'on appelle la carte du monde est en fait une amélioration de la projection de Mercator, du nom du géographe flamand Gérard Mercator. Il l'a conçue en 1569 pour permettre la navigation. Je peux pas m'empêcher de rajouter donc les invasions. Pour ce faire, Mercator s'est tenu à respecter les angles et les formes des continents, en tout cas comme ils étaient connus à l'époque. Pour résumer, la projection de Mercator actuelle représente la forme exacte des continents et des pays, mais ne respecte pas leurs dimensions. Plus on s'éloigne de l'équateur, plus les dimensions sont agrandies. Et c'est ainsi que cette projection réduit notamment la véritable taille de l'Afrique. Voilà les vraies dimensions des continents. Le site internet de True Size nous permet en quelques secondes de mesurer l'immensité de l'Afrique. Il nous indique directement qu'il est l'équivalent de la taille des États-Unis, de l'Inde et de la Chine réunis. Le Groenland est souvent pris en exemple pour réaliser la déformation de la projection de Mercator. Sa taille paraît immense et pourtant, comme tu le vois, plus on s'approche de l'équateur, plus on se rend compte de sa véritable superficie par rapport à l'Afrique qui est 14 fois plus grande. On continue avec le Congo qui paraît légèrement plus grand que l'Hexagone et voici à dimension réelle. On finit avec la Russie qui est beaucoup plus petite qu'elle n'y paraît. La superficie de l'Afrique, c'est 3 fois l'Europe. En alternative, on a la projection Gall-Peters qui respecte les dimensions des pays mais pas la forme. Comme je l'ai dit au début, ce n'est pas possible, ou encore possible, sait-on jamais, qu'une carte plane représente parfaitement la Terre. Mais aucune projection ne vaut plus que l'autre. Celle de Mercator était utilisée à l'origine par les marins européens. Aujourd'hui, c'est juste une question d'habitude. Et c'est d'ailleurs seulement pour ça que la projection de Gall-Peters n'a pas été acceptée par le grand public. Un changement d'habitude. Le problème, c'est que la projection de Mercator minimise la superficie des pays du Sud et donc leur importance dans notre inconscient collectif. Et ça, personnellement, aucun prof d'histoire géo ne me l'a jamais expliqué. Alors, est-ce que toi, tu vas changer d'habitude ? Je pense que ça fait partie du top 3 des plus gros clichés sur l'Afrique. L'idée qu'il n'y aurait aucune source d'écriture endogène, c'est-à-dire produit et provenant uniquement d'Africains. Bon, déjà, il faut quand même déconstruire la pensée qui voudrait que l'histoire avec un grand H ne puisse commencer qu'à partir d'une trace écrite. C'est un avis complètement subjectif qui a été imposé par l'Occident pour prétendre que seuls les peuples ayant inventé une écriture seraient civilisés. Et le pire dans tout ça, on le verra plus tard dans la vidéo, c'est que l'alphabet dit romain qui est aujourd'hui utilisé dans le monde entier n'est même pas d'origine européenne. On sait que la plupart des peuples africains ont privilégié la transmission orale. Ça ne veut pas dire qu'il y a une absence de texte ou de grands auteurs, on va en découvrir juste après, mais la connaissance orale a été complètement rejetée et méprisée à partir d'arguments très peu objectifs.
Parce qu'une information, qu'elle soit dite ou écrite, la seule chose qui importe vraiment, c'est la fiabilité, l'honnêteté et la légitimité de la personne à l'origine de cette connaissance. Amadou Hampâté-Bâ le développe dans le premier volume de l'Histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO, où il explique très clairement que la parole étant divine en Afrique, dire un mensonge était considéré comme un crime. Il cite notamment un poème du chantre du Komodibi. La langue qui fausse la parole vicie le sang de celui qui ment. Dans ce contexte, rejeter la transmission orale devient ridicule. J'ai publié la lecture de plusieurs extraits de ce texte d'Hampâté-Bâ. Si tu veux les écouter, les liens sont en barre d'infos. Donc, premier point important, il faut arrêter de croire que l'histoire d'un peuple ou d'une civilisation ne peut être considérée qu'à partir de sources écrites. Joseph Kizerbo explique à ce sujet « Tout peut être historique pour l'historien avisé. Tout, et pas seulement les dates de bataille ou de traités, les noms des princes et des présidents de république. L'homme a rendu historique tout ce qu'il a touché de sa main créatrice. Nous ne nions pas, loin de là, la valeur des preuves écrites. Mais, par nécessité et par conviction, nous rejetons la conception étroite et dépassée de l'histoire par les seules preuves écrites, théorie d'après laquelle certaines zones de l'Afrique seraient à peine sorties de la préhistoire. En effet, rien ne dit que l'histoire sans texte soit moins valable du strict point de vue de la compréhension, de l'explication et de la restitution du passé. En Afrique, la transmission, notamment de l'histoire, a été avant tout orale, ce qui n'en fait pas une connaissance moins légitime, au contraire, quand on sait avec quelle rigueur la parole était employée. Mais les Africains ont également écrit, et ce bien avant les invasions. Avant de découvrir, pense bien à mettre un j'aime, à t'abonner et à activer la cloche. Merci à toutes les personnes qui soutiennent mon travail en commentant la vidéo et en laissant défiler une pub. Je ne vais même pas aborder Kemet parce que j'ai déjà publié une vidéo sur ses différentes écritures. Pour rester en Afrique ancienne, on a l'écriture du royaume de Kush appelée méroïtique. Contrairement au Médou-Nétcher-Kamit, cette écriture est un alphabet composé de 23 signes. Les premiers textes longs dans cette écriture datent de la fin du IIe siècle avant l'ère chrétienne. Toujours en Afrique ancienne, on a le Nsibidi, système d'écriture idéographique, c'est-à-dire que les symboles ne renvoyaient pas à des sons mais à des concepts. Les graphies Nsibidi étaient ainsi utilisées par plusieurs peuples ne parlant pas la même langue et leur permettaient de communiquer entre eux facilement. On trouve les premières traces de cette écriture au sud-est du Nigeria. Une des sources consultées affirme que ce sont des symboles Nsibidi qui ont notamment été gravés sur les monolithes d'Ikom, datés du 2e millénaire avant l'ère chrétienne. Les idéographies de ce système se retrouvent aujourd'hui dans les Anaforwana cubaines et les VV haïtiens. En Afrique impériale, l'écriture baboune a été notamment utilisée pour retranscrire les récits historiques du roi Njoya. Et pour n'en citer que quelques autres, il y a également les écritures Bassa, Mandé ou encore Bété. Pour finir avec ce deuxième fait, nous avons également des auteurs subsahariens qui écrivent en langue arabe ou en adjami, qui est une adaptation de l'alphabet arabe aux langues locales comme le wolof ou le fulfud. C'est avec ces alphabets qu'ont notamment été écrits les livres des universités de Tombouctou. On oublie aussi trop souvent que des ouvrages historiques, qui sont toujours des références, ont été écrits par des Africains noirs. Parmi les plus connus, on a le Tariq al-Fatash, écrit par Mahmoud Kati d'origine soninké et qui a étudié à Tombouctou. Contrairement à ce qui est écrit sur cette couverture, ce ne sont pas des documents arabes, mais en arabe. On a également le Tariq es-Soudan de Es-Saadi, né à Tombouctou. J'ai pu constater à plusieurs reprises que cet aspect est encore très incompris et critiqué par trop de personnes. Pourtant, quand on s'intéresse sérieusement à l'histoire et à la culture des peuples africains, on se rend vite compte qu'il y a ce que Cheikh Anta Diop a appelé une unité culturelle. Ça ne veut pas dire que tous les peuples noirs sont identiques, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas chacun leur spécificité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence. Cette expression désigne un fondement culturel commun qu'on retrouve dans beaucoup de domaines. Pour ne citer que quelques exemples, il y a la linguistique. On a de nombreux spécialistes qui ont relevé les racines communes des langues africaines malgré leur multitude. La sociologie est un des domaines les plus flagrants de l'unité culturelle des peuples noirs. J'ai détaillé cet aspect dans une série sur le système matriarcal, je te mettrai le lien à la fin de cette vidéo.
Un troisième fondement commun, et pas des moindres, c'est la spiritualité. Et justement, j'ai développé ce point dans 2 livrets que j'ai écrits sur la spiritualité africaine. Je t'avais annoncé leur sortie dans des posts sur YouTube et Instagram. Ça a été un travail très long et l'un des objectifs était de mettre en évidence les profondes similitudes entre les différents cultes d'Afrique noire et de sa diaspora. Le premier e-book répond à 12 questions sur la spiritualité africaine que vous m'aviez posées sur Instagram et le deuxième est une édition de l'Afrodico dédiée à ce thème. Je te mets tous les liens en barre d'infos et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Quatrième fait qu'on devrait tous savoir sur l'Afrique, c'est comment le pouvoir était traditionnellement réparti. Souvent, quand on se documente sur l'Afrique impériale, on peut lire que les empires et les royaumes étaient des monarchies absolues. Pour rappel, je cite Universalis, une monarchie absolue désigne tous les régimes monarchiques dans lesquels le roi prétend gouverner sans limite et avoir tous les droits sur ses sujets, tend à assimiler sa volonté à la loi et arrive à imposer plus ou moins complètement à ses sujets l'exclusivité d'un pouvoir politique central. Ce n'est absolument pas le cas dans les sociétés africaines traditionnelles. Le régime européen qui s'apparente le plus à ce qui était appliqué, c'est la monarchie constitutionnelle. Traditionnellement, certes le pouvoir était héréditaire, mais le successeur devait être désigné par un conseil ou un collège électoral représentant souvent toutes les couches de la société. En Éthiopie par exemple, à la mort du Négus, tous les prétendants au trône devaient rester enfermés au même endroit jusqu'à ce que le conseil ait choisi le successeur. Partout en Afrique, le monarque n'était pas seul décisionnaire. Selon les empires, il s'appuie pour gouverner de l'équivalent d'un premier ministre, de ministres qu'il ne peut pas destituer, et encore d'une assemblée représentative et mixte. En royaume Mossi par exemple, il est dit que le roi règne, mais la coutume gouverne. Tout comme Pharaon à Kémet, le roi a de nombreuses obligations. La vie du Kayamaga de Ghana était aussi sévèrement régie par la tradition que celle du pharaon d'Égypte. Le matin, il faisait le tour de sa capitale à cheval, suivi de toute la cour, précédé par des girafes et des éléphants, d'après Idrissi. N'importe quel plaignant pouvait alors s'adresser à lui pour le soumettre son cas qu'il réglait aussitôt. Ces rois étaient quelquefois si conscients de leur rôle qu'ils cherchaient par tous les moyens à garder le contact avec le peuple, à s'instruire directement de ses doléances, à prendre à tout prix la température politique et sociale. Tel le Moronaba qui se déguise la nuit et parcourt le quartier populaire de sa capitale dans l'anonymat absolu, écoutant les conversations. On a aussi tendance à croire que les Africains ne se seraient ouverts au monde qu'à partir des invasions, notamment européennes. Une nouvelle fois, c'est complètement faux. Première raison évidente, l'humanité est née en Afrique, donc si les Africains ne s'étaient pas ouverts au monde, le monde ne serait pas peuplé. Voilà. Pour revenir à une histoire plus récente, on sait qu'au moins depuis l'Antiquité, les Africains ont établi des relations commerciales avec d'autres royaumes du continent, comme avec l'extérieur. Le royaume de Kouch, par exemple, fournissait notamment Kémet en pierres précieuses, plumes d'autruche, symbole de la Maat, encens indispensable pour les rituels, ou encore en or. D'ailleurs, une des théories sur l'origine du nom Nubie explique que ça proviendrait du mot en sikam Nub, qui signifie or. Sur l'ensemble de l'Afrique, l'or, l'étain et le fer sont parmi les ressources les plus exportées, et ce dans le monde entier. Un test scientifique a ainsi démontré l'origine africaine de la première pièce d'or battue par Henri III, roi anglais ayant vécu au XIIIe siècle. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'à l'arrivée de l'envahisseur Christophe Colomb en Haïti, les Taïnos ont affirmé que des Noirs venaient en bateau vendre des lances faites d'un métal particulier, composé en majorité d'un or qui avait beaucoup de valeur pour les locaux. En 1498, c'est en Amérique du Sud qu'une population apporte des foulards en coton tissés très symétriquement et composés de couleurs comme ceux apportés de Guinée. Ils étaient non seulement semblables par leur style et leur couleur, mais par leur utilisation. Ces foulards ressemblaient aux almaïzars, coiffes et pagnes de Guinée. Un chercheur australien, professeur Ian McIntosh,
a quant à lui révélé l'origine africaine de 5 pièces de monnaie en cuivre trouvées en Australie. Elles datent du Xe siècle et proviennent de la cité-État de Kilwa en actuelle Tanzanie. Ces mêmes pièces ont également été retrouvées au Zimbabwe et dans la péninsule arabique. Pour citer un dernier exemple d'échange commercial, en 1414, la cité de Malindi dans l'actuel Kenya a envoyé une ambassade en Chine. Les diplomates africains ont notamment offert une girafe qui sera immortalisée par le peintre chinois Chengdu. Le commerce d'import-export entre l'Afrique de l'Est et l'Asie était très développé, et c'est ainsi qu'ont notamment été retrouvés en Afrique de la vaisselle de porcelaine chinoise. Un sixième fait qu'on devrait vraiment tous savoir sur l'Afrique noire, c'est que l'esclavage, comme on l'entend en Occident, n'a jamais existé. Je pense personnellement que ce sujet mérite d'être détaillé dans une vidéo complète. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. En tout cas, il existe beaucoup trop de mensonges sur un pseudo-esclavage intra-africain. Comme tu le sais, pour cette vidéo, je ne peux pas aborder tous les aspects, mais il faut quand même que je te partage quelques éléments. Il y a d'abord une chose qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, quand on parle d'esclavage, on désigne une privation totale de liberté, une possession forcée, l'obligation de réaliser des tâches contre son gré sans recevoir de salaire, comme du travail forcé ou des actes sexuels. Aristote fait un bon résumé de la pensée esclavagiste en décrivant les esclaves comme des outils animés. Il s'agit donc de refuser catégoriquement l'humanité d'une personne. Ça n'a jamais existé dans les sociétés africaines traditionnelles, y compris à Kemet. Les falsificateurs s'efforcent de trouver des termes et à modifier leur véritable sens pour faire croire qu'ils signifient esclave. Je cite Nusere Kalala Omotunde. À vrai dire, il n'existe aucun document montrant véritablement un esclave en Égypte. On trouve tout au plus des captifs de guerre et des serviteurs. Voilà pourquoi le mot esclave n'existe pas en égyptien ancien. Les historiens fantaisistes essaient de traduire le mot bak, qui veut dire en réalité serviteur, par esclave. Mais le serviteur était un homme libre, marié ou non, et salarié pour son travail. La graphie même du mot montre un homme libre. Le mot hem, quant à lui, désigne dans un sens plus religieux serviteur. Il s'applique aux pharaons, aux prêtres, aux artisans, etc. Enfin, le mot seker ank, à savoir vivant blessé, s'appliquait aux captifs de guerre. Il n'y a donc pas de mot pour dire précisément esclave en égyptien ancien, donc ce que l'on ne peut pas clairement nommer ne peut avoir existé. En Afrique impériale, c'est pareil, il n'y a pas d'esclaves comme on le conçoit aujourd'hui, mais plutôt des serviteurs. Au Sénégal, la société est divisée en esclaves et hommes libres. Ces derniers sont les Gors, composés de guerres et de Niénios. Les guerres comprennent la noblesse et tous les hommes libres sans profession manuelle autre que l'agriculture, considérés comme sacrés. Les esclaves ou djams sont composés des esclaves du roi, des esclaves de la mère et des esclaves du père. Les guerres forment la caste supérieure. Mais, et c'est là que réside toute l'originalité du système, contrairement au comportement des nobles vis-à-vis des bourgeois, des seigneurs vis-à-vis des serfs, les guerres ne peuvent pas exploiter matériellement les ressortissants des castes inférieures sans déchoir aux yeux du peuple et à leurs propres yeux. Ils sont au contraire tenus de les assister à tous les points de vue. Disons-le, le sort des serviteurs en Afrique impériale ne saurait être comparé à celui des esclaves transportés aux Amériques. Même si un non-libre ne pouvait sortir de la servitude pas plus que sa descendance, il n'était généralement ni maltraité ni mal aimé. Les esclaves de case faisaient partie de la famille. Leurs relations avec leur maître, rapporte un missionnaire, apparaissent très étroites. Ils mangent presque toujours dans la même calebasse et s'asseyent sur la même couche. Le captif dispose de sa personne, il peut se marier et cultiver une terre. Ce n'est pas un objet aliénable. La relation qui s'établit entre le captif et celui qui a autorité sur lui n'est pas sans évoquer celle qui associe une personne ordinaire à son chef de famille. Comme tu as pu le constater, il n'est pas question de destruction de l'identité du serviteur ou encore de torture, de séparation entre les parents et les enfants et de n'importe quel autre type de maltraitance comme ça a été le cas avec les Européens ou les Arabes.
Comme promis, on revient sur l'origine négro-africaine de plusieurs alphabets, notamment grec, latin, arabe ou encore hébreu. Et oui, ils ont tous la même racine, les Médou-Nétcher, plus connus sous le nom grec de hiéroglyphes. La majorité des sources qui présentent l'évolution des alphabets qu'on connaît aujourd'hui remontent à l'alphabet dit proto-sinaïtique ou proto-cananéen, dont les premières traces remonteraient au XVIIe siècle avant l'ère chrétienne. Sauf que quand on compare les caractères de cette écriture avec les Médou-Nétcher, on se rend vite compte que c'est juste une copie. Et c'est normal, puisque Canaan, aussi appelée Phénicie, était une colonie kamite. Les premiers habitants de cette région étaient kamites, donc noirs, on le voit notamment par les artefacts. C'est aussi révélé par l'un des noms donnés au pays, puisque Canaan est dans la Bible le frère de Punt, Mizraïm, c'est-à-dire Kemet, et Cush, tous fils de Cham, considérés comme l'ancêtre des Noirs. L'alphabet dit proto-sinaïtique a été inventé par les Kamites eux-mêmes pour permettre notamment le commerce entre les deux régions. Il a ensuite évolué pour devenir l'écriture cananéenne ou phénicienne. Les Phéniciens étaient de très grands voyageurs. On a déjà vu dans une vidéo que l'historien Diodore de Sicile explique que les premiers Grecs étaient phéniciens. Ça a depuis été attesté par des analyses ADN sur la population grecque actuelle. Les Phéniciens sont arrivés en Grèce, ils sont rejoints par des peuplades européennes à qui ils enseignent notamment l'écriture. Et cette écriture va évoluer pour devenir l'alphabet grec. Une partie de ces premiers Grecs noirs vont ensuite migrer en Italie pour fonder la civilisation étrusque. Ils créent leur propre alphabet à partir du grec et il évoluera une dernière fois pour devenir l'alphabet romain que nous utilisons aujourd'hui. J'espère que ce nouveau format t'a plu. Dis-moi en commentaire quel fait t'a le plus marqué. Je te laisse avec d'autres vidéos. À très vite.